Bonjour tout le monde. Dans le cadre de continuer le cours du microcontrôleur, donc on va essayer de traiter une petite partition du microcontrôleur CSF97. Donc avant d'entamer ce chapitre, donc je tiens à remercier Monsieur Oumnad, l'auteur de ce document. Donc personnellement, je ne le connais pas, mais ce document était bénéfique. Donc il faut être reconnaissant. Bon, donc passons maintenant à la structure externe du microcontrôleur CSF877. Donc ce microcontrôleur il dispose de 40 broches. Bon, donc si on veut le comparer avec le microcontrôleur CSF84 qui contient juste 18 broches, donc il est fort de constater que le nombre des ports a augmenté. Donc on a le port A, le port E, le port C, le port D et le port B. Passons maintenant à l'aspect interne. Comme vous voyez, l'environnement minimal est similaire à celui du PIC 16F84. On a une EEPROM de configuration de 14 bits, une mémoire flash de 8 kg, une EEPROM de données de 256 octets, une mémoire RAM qui dispose de 96 registres système et de 368 registres d'utilisateurs. Une unité arithmétique et logique menée du registre de travail W, une horloge système pour cadencer l'exécution des instructions, timer 0 et le chien de garde. C'est la même architecture interne que celle du microcontrôleur CSF84. En plus de ça, on a timer 1, c'est un compteur 16 bits. Timer 2, c'est aussi un compteur 8 bits. Deux modules CCP1, c'est deux périphériques responsables pour générer un signal EMILI, un module MSCCP, un module USART. Donc, ces deux périphériques, ce sont des périphériques de communication pour que le microcontrôleur puisse communiquer avec l'environnement avec des protocoles de communication I2C et RS232. Et tout ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est le convertisseur analogique numérique qui a une résolution de 10 bits. Et bien sûr, les entrées-sorties, donc le port A, port B, port C, port D et le port E. Concernant l'accès à la RAM par adressage direct, comme vous le savez, que le bus d'adresse de la mémoire RAM il dispose juste de 7 bits. Comme on a déjà traité que si 7 bits il est insuffisante pour adresser la totalité de la mémoire RAM, de le cas du microcontrôleur CSF84, c'est pour cela on a rajouté le bit RP0 pour compléter l'adressage. C'est le même cas pour le microcontrôleur CSF877, puisque la taille de la mémoire RAM a augmenté. Donc 8 bits, il est insuffisante pour adresser la totalité de la mémoire RAM. C'est pour cela on a rajouté le 9e bit, c'est le bit RP1 du registre stage. C'est comme ça, on aura 9 bits pour adresser la mémoire RAM. Et l'adressage, il se fait à cette manière. Donc la mémoire RAM, elle est partagée en 4 banques. Donc, si on veut travailler dans le banque 0, on doit placer le RP0 à 0 et le RP1 à 0. Donc pour travailler de le banque 1, le RP1 il doit recevoir 0 et le RP0 1. Donc 1, 0 pour le banque 2 et 1, 1
pour le bon 3. Concernant l'accès à la RAM par l'adressage indirect, et comme on a déjà traité, le registre NDF sur le bus de données et le registre FSR donc sur le bus d'adresse. Et bien sûr, ce bus d'adresse il dispose de 8 bits. Et comme on a déjà dit que 8 bits pour le microcontrôleur 16F877, il est insuffisante pour adresser la totalité de la mémoire RAM. C'est pour cela, pour l'adressage indirect, on doit rajouter le bit IRP. Donc ce bit, c'est un bit de registre statut qui va nous aider à compléter l'adressage indirect de la mémoire. Passons maintenant au module de conversion analogique numérique. Le schéma suivant illustre le schéma sémantique d'un convertisseur analogique numérique intégré au sein du microcontrôleur 16F877. Comme vous voyez que ce convertisseur contient 8 entrées qui peuvent être des entrées analogiques. Ces 8 entrées, elles sont passées à travers un multiplexeur afin d'être aiguillées vers le convertisseur. Donc ce multiplexeur contient 3 bits de sélection CHS0, CHS1, CHS2 de ILSB vers le MSB. Pour cette valeur du bit de sélection, l'entrée RA0 il va être acheminé vers le convertisseur. Pour la deuxième valeur 001, l'entrée RA1, à vrai dire le signal qui va être acquis dans la branche RA1, il va être acheminé vers le convertisseur afin qu'elle va être convertie. Bon, donc là, le signal, il va être échantillonné et bloqué à travers un échantillonneur bloqueur intégré. Par la suite, le bit Go, il va lancer la conversion. Et bien sûr, la conversion, il va être cadencé sur le pas d'un signal d'horloge. Et bien sûr, le résultat, il sera prêt au bout d'un temps. Cet résultat est de taille de 10 bits. Et comme vous savez que la majorité des registres de mémoire RAM sont de taille 8 bits, c'est pour cela qu'on doit fragmenter ces 10 bits et les placer dans deux registres différents. Donc ces deux registres sont des registres qui contiendront le résultat. Donc le premier registre add result low contiendra les bits de poids faible et le registre add result high il contiendra les bits des poids forts. Bon, donc le choix de type d'horloge qui va cadencer le fonctionnement de ce convertisseur, il est choisi avec ces deux bits analog digital clock select 0, analog digital clock select 1. Bon, donc 6 bits de configuration, ce sont des bits qui appartiennent à ces deux registres analog digital control 0, analog digital control 1. Ça veut dire pour configurer une conversion analogique numérique, on doit configurer ces deux registres de contrôle. Le premier registre de contrôle, c'est le registre addcon 0. Ce registre, il contient le bit add-on. Ce bit, il permet de mettre en service au nom le module de conversion. Ce bit, il est non implémenté. Et le bit go done, ce bit a double fonctionnement. Ça veut dire, si on place ce bit à 1, ça veut dire qu'on lance une conversion. Et bien sûr, si cette conversion est achevée, ce bit automatiquement, il va être positionné à 0. C'est le bit done. Les 3 bits de sélection qui vont commander le multiplexeur afin de choisir le canal qu'on veut convertir. Et bien sûr, finalement, il reste que ces 2 bits pour choisir
le type de l'horloge qui va être commandé, le fonctionnement de convertisseur. Donc si 2 bits, il va nous permettre le choix de l'horloge de conversion. Donc si la valeur de ces 2 bits est égale à 00, ça veut dire que l'horloge système il sera divisé par 2 et il va être commandé le convertisseur. Si ces 2 bits a pour valeur de 0,1, donc l'horloge système il est divisé sur 8. Si ce 2 bits a pour valeur 1,0, l'horloge système il sera divisé sur 32. Finalement, si 2 bits a pour valeur 1,1, donc on utilise un oscillateur RC dédié au convertisseur. Et bien sûr, ce oscillateur, il fonctionne avec une fréquence d'horloge qui est inférieure à 1 MHz. Bien sûr, les 3 bits de sélection, on a déjà en parlé. Pour la valeur 3,0, donc le canal choisi sur le canal 0, ça veut dire si le signal appliqué sur le RA0 qui va être converti. Si la valeur de ces 3 bits est 001, donc le canal 1 qui va être choisi, ça veut dire que le signal appliqué à l'entrée R11 il va être converti. Et ainsi de suite. Donc, pour lancer une conversion, il fallait configurer le registre ADCON 0. La première des choses, c'est de choisir le canal par ces 3 bits, choisir l'horloge de conversion par ces 2 bits, mettre le module en service, et bien sûr lancer la conversion par le bit Go. Et attendre le même bit lorsqu'il va être automatiquement positionné à 0, ça indique que la conversion est achevée. Le deuxième registre, c'est le registre ADCON 1. Mais bien sûr, de le code, on va configurer le ADCON 1, le premier, et par la suite, on va configurer le ADCON 0. Et on va voir pourquoi. Donc le ADCON 1, il contient 4 bits, PCFG0, PCFG1, PCFG2, PCFG3. Ces 3 bits ne sont pas implémentés. Finalement, ADFM. Allons parler du fonctionnement de ce bit. Donc le ADFM il va nous permettre de justifier le résultat soit à droite, soit à gauche. Comme on a déjà parlé, que le résultat de conversion à portail de 10 bits, et bien sûr, on a 2 registres de résultats, chacun à portail de 8 bits. Ça veut dire que l'un contiendra 8 bits et l'autre contiendra le reste. Ça veut dire qu'il contiendra 2 bits. Pour le cas de justification à droite, 8 bits du point faible seront acheminés ou bien seront placés dans le registre AddResultLow et les 2 bits des points forts seront placés dans le registre AddResultHigh. Pour que ce bit ADFM est égal à 0, on a une justification à gauche. Ça veut dire que les 8 bits des points forts seront placés dans le registre AddResultHigh et les 2 bits des points faibles seront placés dans le registre AddResultLow. Pour conclure, que quelle que soit la justification, soit à gauche, soit à droite, ce registre contiendra les bits des points faibles et ce registre contiendra les bits des points forts. Soit que ce registre contiendra 2 bits et l'autre contiendra 8, soit l'inverse. Bon, donc c'est le rôle de registre ADFM.
Donc il va me permettre de justifier notre résultat soit à gauche, soit à droite. Bon. Passons maintenant au rôle de ces 4 bits. Donc ces 4 bits, il va nous permettre de choisir l'entrée sera une entrée analogique ou bien une entrée numérique. On a déjà parlé que le convertisseur contient 8 bits, mais ce n'est pas forcément que ces bits seront des entrées analogiques. On peut l'utiliser comme des entrées soit analogiques ou bien numériques. Donc c'est le rôle de ces 4 bits. Et bien sûr, ce tableau illustre cette configuration. Donc les bits de PFG0 jusqu'à PFG3. Et bien sûr, les 8 bits d'entrée. Donc supposons que ces 4 bits apportent valeur de 4 0, ça veut dire qu'on a choisi que les 8 entrées sont totalement des entrées analogiques. Les entrées de référence, ça veut dire la tension de référence de convertisseur VRF plus et la tension de convertisseur VRF moins. VRF moins sera relié à la masse et VRF plus sera relié à 5 volts. Donc c'est deux tensions de référence par défaut. Supposons que la valeur de ces 4 bits 0, 0, 0, 1. Donc la totalité de ces 8 bits, ou bien si 8 entrées seront des entrées analogiques, sauf l'entrée RA3, il va être une entrée de référence, et bien sûr c'est la référence VRF+. Donc, l'entrée VRF- sera reliée directement à la masse, mais l'entrée VRF+, on peut l'ajuster par une tension appliquée sur la broche RA3. Donc, passons à un autre exemple. Supposons l'exemple que la valeur sera 1, 3, 0 de ces 4 bits de configuration. Donc, on choisit la totalité de ces 8 entrées seront des entrées analogiques, sauf ces deux entrées, l'entrée RA2 et l'entrée RA3, ils seront plutôt des entrées de référence. Ça veut dire que l'entrée VRF-, on peut l'ajuster par une tension appliquée sur la broche RA2 et la tension VRF+, on peut l'ajuster avec une tension appliquée dans la broche RA3. Et comme on a déjà traité dans le cours des convertisseurs analogiques numériques, voilà donc l'intérêt d'ajuster les tensions de référence, c'est bien sûr pour augmenter la précision. Donc c'est notre signal, par exemple, il n'atteint pas 5 volts, donc c'est pas la peine que VDD sera la tension de référence plus. Donc il faut l'ajuster à travers l'entrée RA3. Et bien sûr, c'est le même cas, c'est notre signal n'atteint pas le 0, donc c'est pas la peine que la masse sera une tension de référence moins. Donc on doit ajuster la tension de référence moins par une tension appliquée dans la broche RA2 pour augmenter la précision. Bien sûr, c'est tout ça le rôle du registre adéquat 1. Donc à titre récapitulatif, ces 4 bits vont nous permettre de configurer quelle entrée qui va être analogique et quelle entrée qui va être numérique. Et si on a besoin d'ajuster les tensions de référence, donc on doit configurer ces bits afin d'avoir les entrées RA3 et RA2 comme entrées de référence.
Le bit add FM, donc c'est un bit qui va nous permettre de choisir la justification à droite ou bien la justification à gauche des résultats obtenus par la conversion. Donc passons maintenant à un exemple concret. Donc bien sûr, on doit s'appuyer sur le logiciel ISIS pour faire la simulation et le logiciel MPLAB pour programmer le script qui va réaliser cette tâche. Bon, donc, ce qu'on veut, c'est de mettre un potentiomètre à l'entrée R1,0. Bien sûr, ce potentiomètre, elle représente un capteur analogique. Et bien sûr, la valeur acquise dans l'entrée R1,0, il sera échantillonné et par la suite converti. Et le résultat de conversion, il sera affiché dans le port D. Bien sûr que le port D, il contient juste 8 bits. Et comme vous savez que le résultat de conversion est sur 10 bits, ça veut dire qu'on a exclu les 2 bits des poids faibles et on a juste conservé les 8 bits du poids fort. Donc passons maintenant au code équivalent à cette manipulation. Donc, on a besoin d'utiliser deux registres utilisateurs. Ils sont déclarés dans compteur 1, il sera déclaré dans l'adresse 0x20 et le registre inter sera déclaré dans l'adresse 0x21. Donc bien sûr, on doit accéder au banc 1. Donc on sera besoin d'utiliser les deux bits du registre statut, le RP0 et le RP1. Donc bit.setFile statut RP0, ça veut dire que le RP0 est égal à 1. BitClearFile statut RP1, donc RP1 est égal à 0. Donc la valeur 0,1, comme on a déjà traité dans le cours, il va nous permettre d'accéder au banc 1. Bit.setFile trace 1,0, ça veut dire qu'on a configuré le RA0 en entrée. ClearF trace D, donc le port D est complètement en sortie. Par la suite, on doit utiliser l'instruction orientée octet Movell W, une valeur en hexadécimal 0E. Bon. 0 en hexadécimal, ça veut dire que le premier quartet va recevoir 4,1 et le deuxième quartet il va recevoir 4,0 et bien sûr cette valeur elle sera placée dans le registre ADCAN 1. Bien sûr, le registre ADCAN 1 il va nous permettre de choisir l'entrée analogique et bien sûr de choisir la justification, est-ce qu'il est à gauche ou bien à droite. Donc on a choisi juste le RA0 en entrée analogique et bien sûr on a choisi une justification à gauche. Donc je vais y revenir. Voilà, donc on a placé ces 4 bits à 1 et bien sûr ces 4 bits à 0. Donc le bit ADFM il va recevoir un 0, donc c'est justification à gauche. Donc les 8 bits du poids fort seront placés dans le registre addResult high. Et bien sûr, les 4 bits sont positionnés à 1. Donc on va voir dans le tableau. Donc ces 4 bits a pour valeur de 4,1. Donc tous les bits seront, ou bien tous les pins seront
des entrées sorties numériques, sauf l'entrée RA0 seule, qui va être une entrée analogique. Et bien sûr, on peut ajuster les tensions de référence par des tensions appliquées à RA2, RA3. Revenons à notre programme. Donc, après la configuration du registre ADCON 1, qui se trouve dans le banque 1, on doit revenir au banque 0, et pour ce faire, donc il suffit de placer le bit RP0 à 0 par l'instruction bit clear file statut,rp0. Ça veut dire maintenant on aura le RP1 est égal à 0 et même le RP0 est égal à 0. Donc pour 0, 0, donc on doit accéder au banque 0. Par la suite, donc on va placer la valeur en hexadécimal C1 dans le registre ADCON 0. Donc on va revenir à ça. C1, ça veut dire que ce bit est égal à 1. Donc pour qu'on puisse mettre le module en service, si 3 bits est égal à 0, si 2 bits est égal à 0, et si 2 bits est égal à 1, 1. Donc c'est C, en hexadécimal, c'est 1, 1, 0, 0. Et 1, c'est 0, 0, 0, 1. Analog digital clock select 1 et analog digital clock select 0 a pour valeur de 1, 1. Donc on choisit l'oscillateur RC dédié au convertisseur. Ces 3 bits de sélection vont avoir 3 zéros. Donc le canal choisi c'est le canal 0. Donc c'est le signal appliqué à la broche RA0. Et bien sûr, donc ce bit est égal à 0, donc on n'a pas encore lancé la conversion. Revenons à notre code. Donc, call délai, il va nous permettre d'appeler une temporisation. Et bien sûr, cette temporisation, c'est un sous-programme. Ce sous-programme, il est réglé à compter 20 microsecondes. On a dit que pour avoir un échantillonnage correct, il faut attendre une temporisation de 18 millisecondes. Par la suite, bitset file ADCON 0,go down. Donc, ce bit, on a placé ce bit à 1 maintenant. Ça veut dire qu'on a lancé la conversion. Donc, c'est le déclenchement de la conversion. Et bien sûr, donc on doit tester la fin de la conversion. Donc on doit tester le min bit quand il va être positionné à 0 avec l'instruction bit test file skip if clear. Donc si le bit est égal à 1, donc on doit refaire le test jusqu'à ce bit sera positionné à 0. Donc ça signifie que la conversion est achevée. Donc on va sauter directement vers l'instruction swapf. L'instruction swapf, adresse hash, ça veut dire add result en high, virgule W. Donc cette instruction, elle va nous permettre de permuter les deux quartets de registre add result hash. Et on a dit que ce bit contient le résultat de conversion, et plus précisément il contient les 8 bits des poids forts. C'est pourquoi on a utilisé l'instruction swapf au lieu de l'instruction movef, car ce bit n'accepte pas d'être recopié directement par l'instruction movef dans le W. C'est pour cela qu'on a utilisé swapf dans W. Par la suite, movewf intermédiaire. Donc on a placé le résultat permuté
dans un registre intermédiaire et par la suite, donc on doit permuter notre fois, donc swapf intermédiaire virgule W. Ça veut dire que W maintenant contient le résultat tel qu'il est. Par la suite, move WF port D. Donc le résultat il sera affiché dans le port D qui est configuré en sortie. Par la suite, on doit attendre la même temporisation afin d'échantillonner un autre échantillon. Et par la suite, go to start pour lancer une autre conversion. Et ainsi de suite. Donc, cette boucle, il va nous donner à chaque fois la valeur d'un échantillon et le placer dans le registre addResult H. Et par la suite, on doit copier le résultat et la placer dans le port D. Passons maintenant à la simulation pour vérifier le fonctionnement. Donc voilà pour le 0 volt. On a les bits des points forts qui sont égaux à 0. Donc c'est la valeur numérique équivalente à 0, 0. Bien sûr, si on augmente, donc vous pouvez constater que la valeur numérique elle change. N'oubliez pas qu'on a exclu 2 bits du poids faible. Ça veut dire que ces résultats elles peuvent donner une erreur et bien sûr cette erreur au maximum sera une erreur de 3 car les 2 bits du poids faible, le maximum elles peuvent avoir un 1 en binaire, en binaire, donc c'est 3 en décimal. Donc l'erreur maximum c'est 3. Voilà, c'est tout ça pour ce chapitre.